Bien, merci d'être venus aussi nombreux. Initialement, au sein du bureau, puisque c'est au sein du bureau qu'on essaye de définir un petit peu le calendrier, les conférences qui sont proposées sur l'année, j'avais laissé le choix entre une conférence sur Nietzsche ou une conférence sur la philosophie pour les enfants. Alors, l'unanimité s'est portée, ou presque, sur la philosophie pour les enfants. Et bon, comme le sujet me passionne depuis quelques temps déjà, donc c'était l'occasion. On essaye d'alterner entre les sujets d'actualité et les thèmes un petit peu plus classiques, ici de philosophie. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui ont pu assister ou peut-être même participer à des ateliers de philosophie avec les enfants. Alors, si ce n'est pas le cas, représentez-vous donc des enfants qui sont assis en cercle. Quand on dit enfant, ça va de 4 à 18 ans. C'est ce qui a été défini par l'UNESCO. Et les groupes peuvent être de tailles différentes, on va dire de 5, au minimum 5-6 enfants, jusqu'à une vingtaine, voire même une trentaine. Et l'animateur, qui est soit instituteur, professeur, prend place parmi les enfants et propose entre plusieurs sujets. Alors ça peut être des notions, on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le bonheur? C'est quoi être un ami? Ça peut être des questions du style vaut-il mieux être mortel ou immortel? Ça peut également, on peut partir de mythes platoniciens, comme l'anneau de Gygès, on aura l'occasion d'en parler ce soir, ou de romans. D'extraits, ça peut être des extraits de films, des séquences de dessins animés, bref. Le choix est large. Et la particularité en fait, de la philosophie pour les enfants, c'est que ce n'est bien sûr pas un cours. L'animateur n'intervient pas pour présenter un philosophe ou pour monopoliser la parole, ce que je suis par exemple en train de faire maintenant. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire circuler la parole entre les enfants pour que chacun puisse exprimer son opinion dans un premier temps, l'argumenter, et les enfants ensuite discutent ensemble. On parle, si vous voulez, de pratique de l'argumentation. C'est une pratique argumentative. Voilà un petit peu pour, si vous voulez, vous donner rapidement une petite image pour que vous puissiez un petit peu visualiser ce dont on parle quand on parle d'ateliers de philosophie avec les enfants. Ce qui va me permettre maintenant de vous proposer une définition et justement qu'on réfléchisse ensemble autour de ce courant-là. Alors la définition que je vous propose est celle-ci. Donc la philosophie pour enfants, alors P4C, donc Philosophy for Children, est une pratique pédagogique et éducative qui ambitionne de développer la pensée critique, réflexive et créative des enfants en introduisant la philosophie dans le curriculum scolaire, et ce, depuis la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Alors maternelle, il faut entendre, généralement on fait commencer ça à partir de la grande section. Il y en a qui le font dès la moyenne section. Bon, la petite section, ils sont quand même assez jeunes, là c'est 3-4 ans. Mais bon, à partir de la grande section, on commence à avoir des échanges assez intéressants avec les enfants. Alors pourquoi aborder ce thème ce soir? C'est parce que depuis une trentaine d'années, comme on va le voir, c'est un courant qui prend de plus en plus d'ampleur. Malheureusement, je ne peux pas vous proposer de cartes dans le monde avec des pastilles dans lesquelles il y a des mises en place de ces ateliers-là, mais ça couvre les 5 continents, de très nombreux pays, et finalement ça se développe, comme on va le voir, de plus en plus. Mon but, c'est bien sûr, c'est pas de vous faire l'apologie tout de suite de la philosophie pour les enfants, mais de vous amener à réfléchir pour vous montrer que comprendre un petit peu les débats qui ont été instruits à propos de la philosophie pour les enfants, et comprendre finalement les problèmes que ça soulève, puisqu'il y en a un problème. Alors le premier problème, c'est de savoir si c'est comme
ce que je suppose. Est-ce que c'est un authentique courant philosophique? Est-ce que c'est on peut parler, est-ce que ça s'intègre pleinement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie contemporaine? Ou est-ce qu'on est plutôt du côté des sciences de l'éducation, de la pédagogie? Voilà. Alors, les philosophes qu'on va appeler, par la suite, ceux qu'on appelle les gardiens du temple, si vous voulez, ceux qui se sentent investis d'une mission et qui entendent protéger leur chapelle, ont quelques réticences finalement à reconnaître la philosophie pour les enfants comme, on va dire, un courant philosophique. Évidemment, c'est à la croisée de plusieurs disciplines. Si on accepte de la considérer comme un courant à part entière philosophique, c'est vrai qu'il faut insister sur deux particularités. La première, c'est qu'on n'a pas affaire à des théories philosophiques au sens classique. Pour vous donner un ordre d'idée, des exemples, aujourd'hui, dans philosophie contemporaine, on se spécialise, par exemple, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la science, dans le domaine de la religion, et classiquement, la philosophie est définie comme une activité qui consiste à créer des concepts. Si les cours de philosophie vous sont familiers, ou la perfectibilité, chez Rousseau, la critique de la raison pure, chez Kant, la méthode chez Descartes, voilà, tout ça, ce sont des concepts. Et la philosophie, finalement, comme le définit Gilles Deleuze, consiste finalement à créer des concepts qui sont en fait des termes techniques qui permettent de penser. Donc là, on a affaire vraiment à une pratique. Et la théorie, si vous voulez, la production de concepts, dans le cadre de la philosophie pour les enfants, n'a pas été inexistante, mais relativement marginale, ou en tout cas relativement pauvre. Le deuxième point, deuxième spécificité, c'est que, comme toute discipline, en fait, les courants philosophiques se fondent sur un objet. La libération animale, le droit des femmes, en philosophie. Or là, c'est moins un objet particulier, puisqu'il ne s'agit pas finalement de philosopher sur les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Enfin, quoique ça appelle bien sûr à croiser avec les réflexions en psychologie, notamment la psychologie de l'enfant. On va en parler sur les différences qu'il peut y avoir entre les enfants et les adolescents, puisque entre 4 et 18 ans, on ne peut pas dire qu'on a affaire à des êtres qui soient identiques, et qui n'aient pas les mêmes problématiques de vie, intérêts, etc. Donc là, la question, c'est celle du sujet. Sujet philosophant, c'est-à-dire qui peut légitimement se consacrer à la philosophie, faire de la philosophie. Et là encore, Deleuze, Gilles Deleuze, parle des prétendants. C'est la querelle des prétendants, c'est-à-dire qui peut prétendre à faire de la philosophie. Alors il y en a qui sont plus ou moins ouverts, mais bon. La question c'est est-ce que les enfants, est-ce que les adolescents peuvent légitimement prétendre au titre d'apprentis philosophes. Un petit peu d'histoire, rapidement, on va rendre à tout seigneur, tout honneur. Celui qui a inauguré, celui qui a fondé ce courant de la Philosophy for Children est un philosophe et pédagogue américain qui s'appelle Matthew Lipman, qui est décédé il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, et qui a été donc le fondateur de l'IAPC, Institut pour l'avancement de la philosophie pour les enfants, qui va avoir des émules, dont on va parler juste après. C'est lui qui a, je vous ai dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de création de concepts, mais celui de communauté de recherche, finalement, c'est l'un des concepts structurants de cette discipline. Une communauté de recherche, c'est tout simplement le groupe d'enfants en fait, qui participent, qui font des ateliers, et ça va pointer justement vers ce qu'on peut appeler une pensée collective. Le but d'une communauté de recherche, d'un groupe d'enfants qui participent à ces ateliers-là, ça va être d'élaborer, alors bien sûr, non seulement de permettre à chaque enfant de développer une pensée critique, on va le voir, c'est l'un des objectifs, mais l'autre objectif, ça va être peut-être aussi de faire émerger une authentique pensée collective. Ça, c'est une des idées qui aussi soulève un certain nombre de questions.
Je vais être assez rapide, puisque le but, c'est pas d'énumérer tout ce qui se fait ou de faire un panorama exhaustif de ce courant de la philosophie pour les enfants. Mais depuis 1999, il y a un rapport de l'UNESCO qui est paru pour recommander la généralisation de l'instauration de ces ateliers partout dans le monde et le plus possible. Michel Sasseville, c'est l'un des disciples de Matthew Lipman. Il a bien sûr une originalité propre dont on va parler. Mais là, je vous ai résumé, si vous voulez, les 6 grands noms. Donc il y a déjà Matthew Lipman, Michel Sasseville au Québec. Et souvent, on se rend compte que sur de très nombreux sujets, et notamment les questions de justice sociale, d'ouverture, les Canadiens et les Québécois sont bien en avance sur les Français, sur les Allemands, même sur les Britanniques. Voilà. On va leur rendre hommage ici ce soir. Donc Michel Sasseville, Jacques Lévin, qui est un psychanalyste, comme quoi ça ne concerne pas que les philosophes. Michel Tozzi, qui est un... Donc ensuite, nous avons quatre philosophes français. Michel Tozzi de l'Université de Montpellier, qui a chacun, c'est pour ça que je les énumère, a défini, construit des méthodes particulières. C'est pour ça qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais quand on parle de la philosophie pour les enfants, il serait plus juste de dire qu'en fait, il y a une pluralité de philosophie pour les enfants, en tout cas une pluralité d'approches, de méthodes et d'autres. Alors, Oscar Brénifier est quelqu'un d'extrêmement intéressant puisque il a fondé un institut qui s'appelle l'Institut de pratique philosophique et il entend faire descendre la philosophie dans la cité. Je sais que il n'est pas là parmi nous ce soir, mais parmi les fidèles de l'Université populaire, Marcel Guillaumard, à qui je rends hommage, va en prison au camp Est pour faire alors non pas des ateliers de philosophie, mais en tout cas pour échanger, débattre, discuter philosophiquement avec des détenus. Et c'est tout à fait un petit peu l'enjeu et le but de cet institut, c'est de dire que la philosophie n'est pas réservée finalement à une élite ou dans le ciel des idées, et en fait gagne à descendre dans la rue, ce qui permet de renouer avec les origines, puisque je ne vous apprendrai pas que Socrate, le prince des philosophes, le premier philosophe, qui n'a rien écrit peut-être, mais son activité consistait à interroger les citoyens à Athènes et finalement à poser des questions. Voilà. C'est un petit peu l'idée de revenir un petit peu à ça. Donc pourquoi pas avec les enfants. Alors Frédéric Lenoir, c'est peut-être la personnalité la plus médiatique, et c'est le seul ouvrage que j'ai en ma possession ce soir. C'est un excellent vulgarisateur, un très grand pédagogue, quelqu'un d'une grande humilité, bref, il a beaucoup de qualités. Son livre est passionnant et il évoque également la question de la méditation avec les enfants, dont on parlera assez rapidement. Enfin, j'ai gardé pour la fin le nom de Edwige Chirouter, qui est une docteure, elle a une thèse en sciences de l'éducation, elle a beaucoup travaillé sur Jean-Jacques Rousseau et sur les liens entre la littérature et la philosophie. Et Edwige Chirouter est la première en fait, à avoir obtenu une chaire de l'UNESCO qui est intégralement consacrée à la philosophie pour les enfants. En faisant des recherches ces dernières semaines pour préparer la conférence, je me suis rendu compte que sur YouTube, vous pouvez retrouver la conférence qui s'est déroulée à l'UNC, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, il y a 2 ans, je crois. Edwige Chirouter était présente, ainsi que Olivier Blon-Rueski, je prononce peut-être pas très bien son nom, qui est aussi investi justement sur la question. Il a dirigé en fait un ouvrage sur la question de la philosophie pour les enfants. Et la conférence est passionnante. Je vous invite, si bien sûr le sujet vous intéresse et que vous souhaitez peut-être aller plus loin, approfondir, clarifier certains points, à vous y reporter. Vous tapez philosophie pour les enfants, UNC, Nouméa, et vous le trouvez. Alors j'ai contacté l'ESP, l'UNC pour savoir s'il existait des personnes référentes en Nouvelle-Calédonie sur la philosophie pour les enfants. Je crois qu'il y en a.
J'ai pas eu pour l'instant beaucoup de retours. Je sais qu'il y a Sabine Rintz, avec qui j'ai eu un échange, qui met en place, qui a déjà fait un certain nombre d'ateliers pour les enfants. Voilà, donc dans la mesure du possible, je vous renverrai bien sûr à cette personne, puisque c'est l'occasion pour moi de vous dire que mon expérience dans le domaine de la philosophie pour les enfants est quasi nulle. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai jamais animé. Par contre, ce que j'ai eu l'occasion de pratiquer un petit peu plus souvent, et il y en a qui ont participé à ces séances de café philosophie, café philo, voilà. Il me semble que ça se rapproche un petit peu. Bien sûr, on va poser les nuances et on va voir bien sûr en quel sens on va pouvoir parler ici de rapprochement entre café philo et atelier de philosophie pour enfants. Pour faire simple, dit tout de suite, les cafés philo, ça serait des ateliers pour adolescents, philosophie pour adolescents, pour aller vite. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous pouvez vous exprimer. Enfin. Alors, le problème sur lequel en fait, je me suis appesanti, que je vous propose pour que ce soit un petit peu vivant, pas que ce soit un exposé uniquement descriptif. Et j'ai en tête, je ne vais pas vous le cacher, mais certains de mes collègues de philosophie qui, lorsque j'évoque la question de la philosophie pour les enfants, sont assez consternés en disant « Décidément, maintenant, on accepte tout, plus de logique, etc. » Alors, ça pose, et la question est une authentique question, est-ce que la philosophie est réservée à un public bien particulier? Est-ce qu'il faut des compétences particulières, spécifiques, peut-être qui apparaissent à un certain âge? Est-ce que les enfants peuvent philosopher? Est-ce que ce n'est pas traîner la philosophie dans la boue que de l'ouvrir aux enfants? J'essaie de radicaliser un petit peu. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de mensonge en laissant croire que tout le monde peut être philosophe? Ça, c'est la grande phobie de certains philosophes ou certains professeurs de philosophie qui poussent des cris de pan lorsqu'on leur dit que tout le monde est philosophe, etc. Après eux, ce n'est pas le cas. Il y a un naturel philosophe, la preuve, Platon l'a dit. Et les philosophes pour les enfants, est-ce que donc, ce sont des nouveaux sophistes? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle démagogie, pour reprendre le terme que je proposais dans la problématisation? Alors voilà un petit peu des questions qu'on va essayer d'éclairer, de clarifier au fur et à mesure. Alors pour cela, je vous propose, c'est une déformation professionnelle, je suis vraiment l'adepte des plans en 3 parties. C'est le fameux plan hegelien, thèse, antithèse, synthèse. Non, je plaisante là. Il ne va pas y avoir finalement de thèse, antithèse, synthèse, mais j'ai essayé en fait de structurer mon propos autour de trois questions qui me semblent authentiquement philosophiques. Alors la première, quand commencer la philosophie? La deuxième, pourquoi des ateliers de philosophie, au sens quelles sont les finalités, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de ces ateliers. Et la troisième partie sera une partie un petit peu plus pratique sur des questions, si parmi vous il y en a qui sont soit dans l'enseignement, soit qui sont parents ou grands-parents et qui souhaitent mettre en place des ateliers de philosophie avec les enfants, comment faire? Est-ce qu'il faut être formé? La réponse est oui, bien sûr, à minima, mais voilà, je vous donnerai au moins quelques pistes. Quand commencer la philosophie? Alors cette question, en fait, elle commence avec la philosophie elle-même. C'est tout le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie de l'éducation. Alors j'ai recommandé cet ouvrage aux étudiants de l'IFMNC qui sont bientôt des futurs professeurs, enfin instituteurs, institutrices. Et Platon, Aristote, dès l'Antiquité, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, ont répondu à cette question. Et voilà leur réponse. On peut commencer à devenir philosophe, ou en tout cas à philosopher,
à partir de 45 ans, 50 ans. Voilà, c'est-à-dire, en fait, à l'âge de la maturité. Une citation très célèbre de Platon, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Alors, nul n'entre ici, c'est-à-dire à l'académie. Alors, l'académie, c'est le nom de l'école de Platon, le lycée étant l'école d'Aristote, les jardins étant l'école d'Épicure, le portique étant l'école des Stoïciens, etc. Bon, en tout cas, Platon posait comme condition impérative pour pouvoir devenir philosophe que d'être déjà expert en mathématiques, ou en tout cas mathématicien, en maîtrisant la géométrie, c'est-à-dire en ayant un esprit cadré, logique, rationnel, ce qui suppose que ça prenne ici un certain temps. L'ouvrage que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, puisque je suis là bien sûr pour vous encourager à lire, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens, c'est la grande œuvre de Platon, qui s'intitule La République, qui est, on va dire, un dialogue, comme tous les écrits de Platon, qui est constitué de 10 livres. Alors ce sont des livres, des petits livres d'une cinquantaine, soixantaine de pages, et la grande question de la République, c'est qu'est-ce que c'est que la justice ? Qu'est-ce que la justice ? Chaque dialogue a l'ambition de réfléchir sur un thème, sur une notion particulière. Le banquet, qu'est-ce que l'amour ? Le Lysias, qu'est-ce que la beauté ? Etc. Donc la République, c'est sur la justice, et la thèse de Platon dans la République consiste à dire, pour élaborer la cité juste, qu'il appelle la République, d'où le titre du livre, eh bien, il va y avoir un aspect essentiel qui est celui de l'éducation. Il n'y aura aucune chance, finalement, de mettre en place cette cité juste, cette République, si on n'accorde pas les soins les plus spécifiques à la question de l'éducation, ce qu'il appelle de l'éducation des gardiens. Alors, les gardiens, si vous voulez, c'est ceux au sein du peuple qui sont les plus compétents. C'est-à-dire ce sont sur le plan physique et sur le plan intellectuel ceux qui manifestent le plus de prédisposition et qui vont avoir la charge de garantir la cité contre les ennemis intérieurs, contre les ennemis extérieurs, donc de protéger finalement la cité. Vous avez peut-être entendu parler de la thèse du philosophe roi. Platon défend l'idée que pour que la République puisse apparaître, il faut que ce soit le philosophe qui soit au pouvoir. Normal, Platon est philosophe. Non, je plaisante. Alors pourquoi rapidement, pour ne pas se méprendre et pour pas qu'il y ait de malentendus, tout simplement parce que dans l'esprit de Platon, en fait, le philosophe, c'est le modèle de l'homme juste. C'est-à-dire une personne qui, en toutes circonstances, agit de la manière finalement la plus juste, c'est-à-dire quelqu'un qui sait se maîtriser lui-même, quelqu'un qui est prêt qui est capable en toutes circonstances de domestiquer, de maîtriser ses émotions, ses pulsions, et qui donc en toutes circonstances est un modèle. Dans l'esprit de Platon, ce modèle-là, c'est Socrate. C'est Socrate. Alors, pour revenir en tout cas à la question de la philosophie pour les enfants, il est très clair que pour Platon, les enfants ne peuvent pas ici se consacrer à cela, tout simplement parce que la philosophie exige d'après lui un degré d'abstraction et aborde des questions d'une complexité telle que en fait, il ne pourrait pas en fait, les appréhender de manière satisfaisante. Alors, l'autre danger qui est intéressant, que pointe Platon, c'est celui de... Parce qu'on peut penser à la dialectique, c'est-à-dire, il suffirait d'enseigner aux enfants à savoir comment présenter des thèses, comment les défendre, et discuter, une pratique de l'argumentation, on va dire, classique. Et il dit, attention, parce que si on fait ça trop tôt, ça peut produire des esprits rebelles et irrespectueux. C'est-à-dire, un petit peu les enfants un peu gâtés qui vont... être justement dans la querelle sur le plan de la forme et qui ne vont pas comprendre finalement l'esprit qui est derrière. Donc la philosophie, ça se mérite et c'est le couronnement de l'éducation. Pour vous donner un petit ordre d'idée,
D'abord, chez Platon, il faut viser la formation du caractère. La musique, l'astronomie, un souci accordé à l'activité physique. Et je pense que notre époque et nos établissements mériteraient d'aller voir du côté de Platon pour systématiser un petit peu plus les séances de sport. Il n'y a que 2 heures pour les élèves. Vous voyez bien le déséquilibre corps-esprit. Ensuite, les mathématiques à partir de 20 ans, la dialectique à partir de 30 ans, et c'est seulement ensuite à partir de 35 et ensuite 50 ans que, on va dire, la philosophie ici s'épanouit. Autre philosophe on va dire, à être réticent à l'idée que la philosophie puisse concerner les enfants, il s'agit de Jean-Jacques Rousseau. Alors Jean-Jacques Rousseau est très célèbre et connu pour le contrat social, 1762, qui a influencé bien sûr la Révolution française. Son autre grand ouvrage qui introduit en philosophie de l'éducation, dans l'éducation, ce qu'on appelle une révolution copernicienne, c'est son ouvrage Émile ou de l'éducation. Alors pourquoi une révolution copernicienne dans l'éducation? C'est parce que Rousseau estime que l'éducation ne doit plus prendre pour centre les savoirs, ce qui était le cas depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, etc., mais se centrer sur l'enfant. Il faut partir de l'enfant, il faut connaître l'enfant, il faut savoir à qui on s'adresse, et il faut connaître les stades de développement des enfants pour avoir un discours qui soit adapté finalement à chaque période, sans quoi eh bien, on passe complètement à côté du but. C'est-à-dire que le discours pourra être aussi intéressant qu'on le veut, il ne sera pas reçu justement par ceux à qui on s'adresse. Je précise rapidement en passant que Rousseau, bien sûr, c'est le précurseur de tous les courants des penseurs alternatifs de l'éducation, à commencer par Maria Montessori, Célestin Freinet, les écoles Steiner, etc. Tous les courants qui aujourd'hui préconisent de revenir à l'enfant, tenir compte de son rythme, aller au rythme de l'enfant, s'inspirent de Rousseau. Donc, revenons à la source. Et l'un des grands concepts de Rousseau, c'est celui de nature. Vous connaissez peut-être sa thèse, très intéressante pour l'un des plus grands philosophes des Lumières. Les Lumières, bien sûr, c'est l'instruction du peuple. Mais Rousseau est celui qui dit que la culture, la civilisation, pervertit les mœurs, corrompt les mœurs et la nature, finalement, on va dire des individus. Alors, c'est paradoxal pour quelqu'un qui est l'un des plus grands fervents de la civilisation que de dire qu'il y a un danger derrière. Et ce danger-là, eh bien, c'est de corrompre la nature de l'enfant. Il y a une distinction qui est très, très éclairante chez Rousseau, qui est celle qu'il fait entre l'amour-propre et l'amour de soi. L'amour-propre, l'amour de soi, si vous voulez, c'est l'amour naturel de soi, c'est, je dirais, le bon égoïsme, c'est le fait de veiller à sa propre conservation et de vouloir pour soi ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est un amour naturel, c'est quelque chose qu'il faut préserver, puisque sinon, on est dans le sacrifice de soi, on est dans la négation de soi, on est dans des logiques que Nietzsche va dénoncer. Mais l'amour de soi est un amour qu'il faut entretenir, alors que l'amour propre, c'est ce qu'on appelle classiquement l'ego, qui est l'image que l'on se fait de soi et qui est tout de suite mis en balance avec autrui. C'est-à-dire que l'amour propre, c'est toujours « je me compare aux autres ». Est-ce que j'ai plus que lui? C'est ce que j'essaye de dire aux élèves lorsque ils sont là « quelle note tu as eu? Quelle note tu as eu ?» Et attention, ça c'est l'amour propre. Ne vous comparez pas aux autres, vous en êtes où vous en êtes. Si vous avez une mauvaise note, c'est pas grave, tant mieux, vous ferez mieux la prochaine fois, etc., etc. Donc le problème avec la philosophie, c'est que si on en fait trop tôt, eh bien, le risque, c'est justement de développer une attitude qui est artificielle chez l'enfant, où finalement on cherche à plaire, on cherche à séduire les adultes. Ce qui permet de comprendre la citation que je vous propose, que j'ai tirée de l'Émile. Pour moi, dit Rousseau, je ne vois rien de plus sot que ces enfants avec qui l'on attend raisonner. Ce qu'on appelle les raisonneurs,
hein. Et ça choque, puisqu'on attendrait des enfants que ce soit des enfants, et non pas des philosophes qui tiennent des discours qui sont ceux qu'on peut attendre ensuite d'adultes, ou de jeunes adultes, mais pas en tout cas d'enfants. Alors, cela étant, on va voir que, bien sûr, tout dépend de ce qu'on appelle, ce qu'il faut entendre par philosopher. Il n'y a pas d'âge pour philosopher. Je vous ai proposé donc ici deux références, deux philosophes qui estiment que la philosophie pour les enfants doit arriver sur le tard. Pour Épicure, il n'y a pas d'âge pour philosopher, et le mieux, c'est de s'y prendre le plus tôt possible et le plus tard possible, c'est-à-dire en fait tout au long de la vie. Il ne faut jamais arrêter. Pourquoi ? Parce que le but de la philosophie, ça n'est ni plus ni moins que le bonheur. Si on fait de la philosophie, c'est pour être heureux. Ce qu'il appelle, alors il faut bien sûr préciser, ce n'est pas le bonheur, comme on peut l'entendre, la satisfaction de tous les plaisirs et une jouissance effrénée. On n'est pas dans l'hédonisme, enfin en tout cas dans l'hédonisme mal compris. En fait, la santé de l'âme, c'est ce que les Grecs appelaient l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Et si vous voulez, c'est cet état de sérénité qu'on peut ressentir à des moments assez fugitifs, fugaces dans l'existence, lorsque on se sent juste bien, apaisé. Voilà. Et c'est ça qui est visé que vise la philosophie dans l'Antiquité, notamment dans ce qu'on appelle les écoles hellénistiques, que ce soit l'épicurisme ou le stoïcisme. Alors j'aimerais développer, mais le problème c'est que si je développe, je risquerais de ne pas pouvoir terminer. Donc juste un bref petit mot quand même sur Montaigne. Montaigne qui rappelle, ne serait-ce que pour ça, bon, il faut le lire dans des traductions adaptées, parce que en vieux français c'est un petit peu aride, mais la célèbre expression de Montaigne, il faut préférer une tête bien faite à une tête bien pleine. Souvent on pense que c'est le contenu qui importe, les professeurs sont parfois focalisés et obsédés par le fait de finir le programme, et ça se fait au détriment en fait, d'un bon sens qui consiste à dire tout simplement une éducation réussie, c'est une éducation qui mise, ça paraît évident dit comme ça, mais sur la qualité plus que sur la quantité. C'est la différence qu'il faut faire entre quelqu'un de cultivé et quelqu'un d'érudit. Souvent on confond les deux, et l'expression de culture générale qu'on emploie aujourd'hui me semble en fait très problématique. Parce que quand je pose la question moi, à mes élèves, qu'est-ce que c'est que la culture générale ? En fait, pour eux, c'est l'érudition. Il faut connaître beaucoup de choses. Je leur dis, mais à quoi ça sert de connaître beaucoup de choses ? Si ce n'est briller en société, de dire qu'on sait, etc. Ça ne sert à rien. En fait, la culture n'a de sens que lorsqu'elle permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est ça, il me semble, que veut dire Montaigne, former, c'est le but de l'éducation, former des êtres humains complets, qui s'intéressent à tout, ouverts sur le monde, et qui, s'ils se spécialisent, au moins se sentent concernés par tout ce qui touche l'humanité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec la réforme du lycée, les humanités, c'est ça. C'est d'éduquer, finalement, ne pas faire uniquement des travailleurs ou des bêtes de labeur, des personnes qui soient spécialisées dans leur domaine, mais aveugles et incapables, finalement, ensuite de comprendre le monde dans lequel ils sont. Donc Montaigne, pour lui, les enfants, bien entendu, ont toute latitude, et il est conseillé de pouvoir pratiquer la philosophie avec eux dès le plus jeune âge. Alors Kant résume peut-être, nous donne la solution, c'est qu'on ne peut pas apprendre la philosophie. On ne peut qu'apprendre à philosopher. C'est-à-dire que la philosophie, ce n'est pas un corpus de textes figé, c'est qu'on ne peut faire réellement de la philosophie et devenir philosophe qu'en philosophant à la première personne. Je pense. Donc je suis, dira Descartes, mais c'est seulement à cette condition qu'on est vraiment dans la philosophie, et ça,
je dirais que c'est déjà révolutionnaire, puisque quand on aborde, quand on lit un philosophe, la question c'est moins de savoir qu'est-ce qu'a voulu dire Platon, Rousseau, etc. C'est par rapport à ce qu'il dit, qu'est-ce que moi j'en pense, comment je me situe par rapport à ça. Et si on fait ce travail-là, on fait de la philosophie. On est vraiment dans le cœur. Alors, ça me permet au terme, on va bientôt terminer la première partie, de préciser ce qu'il faut entendre par philosopher avec les enfants, philosophie pour les enfants. Ce n'est pas, bien sûr, le fait de présenter des textes ou des œuvres de philosophes comme la critique de la raison pure de Kant, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, tout simplement parce qu'ils ne pourraient pas, évidemment, comprendre, et ça serait même déjà pour des élèves de terminale, même pour des professeurs, je dirais, de philosophie, qui ont quelques années de pratique, bon, c'est déjà difficile. Bon, alors il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas, et c'est là où le bas blesse, il ne s'agit pas d'une approche scolaire. Il ne s'agit pas de faire un cours, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Pas de long discours, pas de raisonnement philosophique. Et en fait, on en revient à Socrate, qui interdisait, dans les dialogues de Platon, il dit le but, c'est pas de laisser parler les sophistes, comme on assisterait à une conférence, de philosophie pour les enfants, par exemple. C'est en fait de poser des jeux de questions-réponses et d'avoir des échanges un petit peu sous la forme d'une maïeutique. Ce que pratiquait Socrate, donc on pose des questions et on permet, définition de la maïeutique, aux élèves, aux enfants, d'accoucher eux-mêmes de leur propre savoir, de leurs propres idées. Oscar Brénifier, dont on a parlé tout à l'heure, celui qui a théorisé le concept de pratique philosophique, propose comme définition, parle d'une approche non dogmatique. Donc on ne cherche pas à imposer un savoir aux enfants, surtout pas. Il s'agit vraiment d'être un facilitateur, un guide, pour leur permettre justement déjà de s'exprimer et d'argumenter. Frédéric Lenoir, dans son ouvrage, c'est la raison pour laquelle il propose de parler plutôt d'ateliers à visée philosophique, plutôt que d'ateliers de philosophie. Si vous voulez, ça permet de comprendre que le but, c'est bien sûr de préparer petit à petit les enfants au choc brutal de la classe de terminale, où on se retrouve à des cours où on dit il n'y a pas de vraiment savoir, une discipline qui surprend un grand nombre d'élèves, voilà, pour préparer un petit peu les initiés à ce mode de réflexion, à ce mode d'échange aussi. Finalement, on va revenir à Rousseau, parce que Rousseau serait d'accord finalement avec cette approche définie en ce sens bien spécifique. Voilà la citation, l'une des citations célèbres. Ne donnez à votre élève aucune espèce de leçon verbale. Il n'en doit recevoir que de l'expérience. C'est ce qu'on a appelé, ce que les nouveaux pédagogues, Montessori en premier lieu, appellent la pédagogie de la découverte, c'est-à-dire qu'on doit partir de l'expérience et du vécu des enfants, et c'est seulement à partir de là qu'on va les tirer, si vous voulez, vers l'abstraction, vers la conceptualisation, vers des problèmes un petit peu plus abstraits, mais on ne leur parachute pas des grandes réflexions sur ce qu'est la justice, le bonheur ou l'amitié. Une magnifique phrase de Cicéron, que je médite beaucoup en ce moment, justement à ce propos, qu'on trouve chez Montaigne. L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans, et que si on prend le temps de méditer finalement cette phrase, on ne peut pas s'empêcher de se remettre en question et de remettre en question finalement la manière traditionnelle qu'on a d'enseigner. Petit intermède, peut-être avant de passer à la deuxième partie. Je ne vais pas pouvoir être très long, mais enfants ou adolescents, qui sont les plus philosophes, d'après vous? Les enfants. Pourquoi? Parce que
Ils sont plus spontanés. Ils sont plus spontanés. Je crois que tu sais lire, maman, bravo. Non, je plaisante. Ah, vous voyez pas? Bon, tant pour moi. Bravo, bonne réponse. Alors, bonne réponse, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que, évidemment, ça s'est discuté, hein, c'est pas une vérité d'évangile, mais paradoxalement, les enfants manifestent des dispositions philosophiques, en tout cas à philosopher, qui sont, on va dire, ils sont plus ouverts en fait à l'approche philosophique parce qu'ils se soucient beaucoup moins du regard des autres. Le problème des adolescents, et c'est ce qui fait que bien sûr les adolescents sont aussi intéressants, hein, c'est que, bon, c'est la période des hormones, hein, 3 petits points, hein, il y a les pulsions sexuelles, les pulsions d'agressivité, on ne sait pas trop quoi faire avec tout ce bagage. Hein. Et bon, là on voit bien, l'enfant, bon, c'est bien sûr caricatural, mais l'enfant a plus un côté rêveur, là où l'ado, bon, ça va être alors sur les écrans, mais derrière l'écran, ce qu'il faut comprendre, c'est le besoin d'être connecté aux autres sur les réseaux sociaux, sur qu'est-ce que dit un tel, etc. Donc les adolescents, on va dire, sont tout de suite, enfin, spontanément, hein, quitte à bien sûr à généraliser, dans une posture qui consiste à dire « Ah, attention, avant de parler, qu'est-ce que les autres vont penser de moi hein, vont penser Et la logique de l'adolescence, ça va être de se conformer au groupe. En psychologie, c'est assez parlant. Hein, la peur de l'abandon, hein, qui est une des peurs les plus ancrées en l'homme, chez l'adolescent, elle est décuplée. Et bien sûr, quand on prend la parole librement, quand on ose dire ce qu'on pense, eh bien, ça nous rend vulnérables, et donc bien sûr, ça peut être une censure hein, ou une autocensure hein, qui peut être un frein. Donc pourquoi hein, ne pas commencer dès l'école primaire, justement, ces ateliers-là? Bon, là, vous avez des jeunes enfants, hein, probablement le CP, en CP, CE1. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de ces ateliers de philosophie, faire de la philosophie pour les enfants, quel sens ça a? Alors précisons un point qui est d'une extrême importance. Je vais ici me contenter de rappeler en fait les deux expressions de Hedwig Chirouter qui dit attention, les ateliers de philosophie, c'est ni le café de commerce, ni la leçon de morale. Alors le café de commerce, c'est bon, une psychologie de comptoir, ou si vous voulez le but, alors Oscar Brénifier, un beau terme, il parle des pédagolâtres. Ce sont ceux qui pensent que le but, c'est de parler le plus possible. Voilà, les enfants, prenez la parole, dites tout ce que vous avez sur le cœur, voilà, lâchez-vous. Le but, c'est que tout le monde s'exprime le plus possible, une sorte de bouillonnement. Hein, et puis après, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un fatras et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, on ne dit pas tout et n'importe quoi sans réflexion. Il y a une manière justement d'aborder les choses et bien sûr de suivre une procédure. C'est-à-dire qui va permettre aux enfants déjà de comprendre que ça suppose une certaine rigueur, hein, il y a un certain nombre d'exigences. Et donc, ce n'est pas le triomphe du tout et du n'importe quoi. Alors, le deuxième écueil, c'est celui de la leçon de morale. Ça, c'est vrai que souvent, c'est c'est la grande difficulté que rencontrent les instituteurs, professeurs des écoles, etc., qui sont pleins de bons sentiments et qui se servent de ces ateliers de philosophie pour dire non, c'est pas ça qu'il faut penser. Non, c'est pas ça la bonne réponse. Et là, donc, on a une forme de moralisation qui est bien évidemment ici contre-productive parce que ça revient ensuite à censurer les élèves hein, et à imposer finalement une doxa, hein, un politiquement correct, hein, on pourrait dire, alors que, et c'est aussi ce qui effraie, les élèves, les enfants, doivent être autorisés à dire intégralement ce qu'ils pensent. Même si ce sont des jugements misogynes, sexistes ou racistes, il faut qu'ils puissent, à un moment donné, le dire et l'argumenter. Bien sûr, on a le droit de dire ce que l'on veut, dans le respect évidemment hein, des uns des autres, pas d'insultes. Hein. Mais voilà, alors c'est ce cadre-là qui parfois effraie
en disant « Oula, est-ce que ça risque pas de déraper ?» Donc c'est effectivement ce qui suppose une petite formation, si on veut éviter ça. Ce que ces ateliers permettent de développer, eh bien, ce sont des compétences philosophiques. Alors, sur les compétences qui sont mises en avant, alors il y en a 4. Les 3 premières, en fait, c'est le noyau de la philosophie de Michel Tozzi. Michel Tozzi de l'Université de Montpellier. Problématiser, conceptualiser, argumenter. Très rapidement, problématiser en philosophie, c'est questionner les questions. Vous avez une question, la vie a-t-elle un sens ? Et on commence finalement à réfléchir lorsqu'on ne prend pas juste cette question, mais qu'on se demande finalement pourquoi on me pose cette question. Interroger les présupposés. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Par exemple, on dit que le mensonge est immoral, il ne faut pas mentir. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des cas où mentir, finalement, ça serait rendre service aux autres, etc. Donc là, en fait, problématiser, c'est tout simplement pointer du doigt quelque chose qui n'est pas évident, et la réponse n'est pas évidente, et qui va ensuite susciter le questionnement. Je dirais que c'est le fondement de toute la philosophie. Il n'y a pas de philosophie sans problématisation. S'il y avait un terme, et c'est pour ça qu'on commence par celui-ci, c'est celui-là. Tout comme en sciences d'ailleurs, c'est la même démarche dans les sciences. La science commence lorsque le savant se pose une question. Hypothèse. Pourquoi les corps tombent ? Si on dit, voilà, ils tombent parce qu'ils tombent, pas de théorie, il n'y a pas d'explication possible. Alors, conceptualiser. Deuxième terme, conceptualiser, en fait, et c'est tout on va dire le gros du travail, parce que prenons une question. Dans un atelier de philosophie, on demande qu'est-ce que c'est que l'amitié, ou qu'est-ce que c'est que l'amour. Les enfants, souvent, surtout les plus jeunes, vont avoir tendance à donner des exemples. Pour moi, l'amour, c'est l'amour de mon père, de ma maman, ou c'est l'amour que j'ai pour mon chat, etc. Alors là, tous les enfants, il y a tous les exemples, le chat, la grand-mère, tout y passe. Et conceptualiser, une fois qu'on a donné tous ces exemples, c'est quel est le dénominateur commun ? Finalement, quel est ce que Platon appelle l'idée ? C'est-à-dire, c'est le passage des exemples au concept. Qu'est-ce que c'est donc, à partir de là, que l'amour ? Et dès lors qu'on permet aux enfants justement de faire ce passage-là, de conceptualiser, là, on est en plein dans la construction, de la réflexion philosophique. Alors, argumenter, ça se passerait presque de commentaires. Les enfants, donc, ont la liberté de dire tout ce qu'ils veulent, à la condition de donner des raisons. Je pense ça parce que... Et là, après, bien sûr, chacun peut s'exprimer pour dire ici ce qu'il en pense. Le quatrième point interprété a été rajouté par François Galichet, qui a une approche intéressante sur un thème, par exemple, comme la liberté. Ce qu'il propose, c'est une approche par métaphore et analogie. C'est-à-dire, ce qu'il dit aux enfants, la semaine prochaine, on va parler de la liberté. Donc, chacun va apporter une photo, un dessin ou une référence, un film ou un dessin animé qu'ils ont vu qui parle de la liberté. Et à partir justement de ce foisonnement d'exemples et d'images, eh bien, ça va être le foyer de la réflexion. Edwige Chirouter, celle qui a la chaire à l'UNESCO, rappelle de manière très pertinente que la philosophie pour les enfants, on va dire le père fondateur, il faut en revenir à la philosophie des Lumières. C'est-à-dire, le but, c'est d'apprendre à penser par soi-même. Ça coince souvent chez les jeunes qui disent « je pense déjà par moi-même ». Donc là, si vous voulez, il faut leur expliquer la différence qu'il faut faire entre l'opinion et la réflexion.
Bien sûr qu'on a tous une opinion, enfin, en tout cas on peut en avoir, mais souvent, en fait, on n'interroge pas son opinion, sans se rendre compte que l'opinion, souvent, ce n'est pas la nôtre. C'est ce que dit bien l'origine du terme. Opinion, ça vient du verbe opiner. Comme vous savez peut-être, opiner, c'est hocher de la tête. Donc, quand on donne une opinion, on croit qu'on pense. Moi, je pense que... Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de dire oui à ce que tout le monde pense, ou ce que la plupart des gens pensent. Donc déjà, quand on comprend ça, que notre opinion, souvent, c'est quelque chose d'ininterrogé qu'on reçoit de l'éducation, des parents, de la famille, des amis, etc. Donc ce n'est pas nous qui pensons, ce sont les autres à travers nous. Et bien là, on se dit, eh bien l'enjeu, ça va être d'interroger les opinions, de réfléchir, pour savoir si on a raison, tout simplement, si notre opinion est valide, ou est-ce qu'on ne vit pas, comme le pensait Platon, et bien sûr qu'il a raison sur ce point, dans une caverne, en prenant des ombres pour des réalités. Sapere aude, ose te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Ce qui veut dire, ne vous laissez jamais dicter par autrui ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser. Soyez vos propres maîtres. Évidemment, comprenez que c'est révolutionnaire de dire ça à des enfants qui doivent une certaine autorité, respecter l'autorité des parents, des professeurs, etc. Mais ce que dit Kant, c'est, alors bien sûr, il faut obéir jusqu'à un certain point, mais n'oubliez jamais, faites travailler votre esprit critique. Et je pense que ces ateliers de philosophie avec les enfants, bien sûr, c'est le but, de susciter leur pensée critique. L'urgence démocratique. Alors ça, c'est un point qui est fondamental pour Michel Tozzi. Je vous ai une petite photo pour que vous puissiez visualiser un petit peu le personnage. L'urgence démocratique, c'est une expression employée par une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, qui en fait a des réflexions passionnantes, a créé un ouvrage qui s'intitule Political Emotions. Excusez mon un accent approximatif. Donc les émotions politiques, et qui disait qu'elle se pose la question, est-ce que les institutions éducatives aujourd'hui permettent l'avènement de citoyens qui réfléchissent, ou finalement de travailleurs, ce que Hannah Arendt appelait les animal laborants, c'est-à-dire les bêtes de labeur, c'est-à-dire finalement des rouages d'une grande machine. Et de manière alors soit pessimiste, soit réaliste, comme on pensera, eh bien elle penche plutôt en faveur de la seconde alternative, c'est que les risques aujourd'hui, c'est que en fait, on formate l'éducation, se reproduisent des schémas et ne permettent pas aux élèves véritablement d'acquérir une pensée critique et une pratique de l'argumentation qui permettent ensuite de devenir un citoyen accompli et qui va prendre part au grand débat de société. Donc le but de Michel Tozzi, c'est de provoquer une discussion démocratique. Alors comment il le fait ? C'est très intéressant, vraiment, il focalise toute son approche et sa méthode dessus. C'est une répartition des rôles. C'est presque, on pourrait dire, l'animateur, en fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'adulte, lui, il n'intervient pas. Sur, par exemple, 15 élèves, il va y avoir 5 élèves, 7 élèves, 7 enfants, qui vont avoir des rôles bien précis. Il y a celui qui va répartir la parole, celui qui va être le gardien de la parole, le gardien du temps. Au bout d'un moment, allez hop, on répartit la parole. Il y a un bâton de parole. Donc avant de prendre la parole, il faut lever la main. Il y a celui qui va distribuer le bâton de parole. Il y a celui, on va voir, ça va être important, qui prend des notes ou qui dessine pour conserver trace finalement de ce qui se dit. Et ça, c'est un point qui est transversal qu'on retrouve chez tous les philosophes pour les enfants, l'importance des savoir-être. Alors, il y a bien sûr les savoir-faire, on en a parlé tout à l'heure, juste il y a 2 minutes, sur les compétences philosophiques, problématiser, conceptualiser, argumenter, interpréter. Bon, ça, on va dire, c'est les savoir-faire, mais les savoir-être, bien entendu, sont essentiels, sont même inséparables de cela.
Frédéric Lenoir a fondé en 2016 un institut qui s'appelle la Fondation SEV, donc Savoir-être et vivre ensemble. En Nouvelle-Calédonie, je vous laisse imaginer bien sûr le lien qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que pour que ces ateliers puissent exister, puissent se dérouler, on va dire, dans de bonnes conditions, ça suppose, bien sûr, qu'on apprend à minima les règles d'écoute. On attend que l'enfant, que la personne qui s'exprime ait arrêté de parler. Et rien que pour ça, regardez les débats politiques, les débats télévisés, vous aurez compris qu'il y en a qui peut-être mériteraient de pratiquer un peu plus des ateliers pour enfants. Voilà. Donc c'est ici, bien sûr, ça prépare à la citoyenneté, ça prépare à la vie en commun, aux échanges, notamment donc, par la pratique argumentative. Alors il y a une idée que je ne pouvais pas, bien sûr, parce qu'elle me tient à cœur, c'est de renouer avec cette capacité d'étonnement. L'étonnement, il faut toujours le rappeler, c'est l'origine de la philosophie. Si on arrête de s'étonner, il n'y a plus de philosophie possible. On arrête de penser, on arrête de se questionner. En fait, on n'est plus curieux. Et on n'est plus curieux à quel moment ? Eh bien, lorsque les choses vont de soi, qu'on n'a plus justement cette curiosité, et justement lorsqu'on croit savoir. Oui, je sais ça, je sais. Les enfants, bon, oui, je sais. Bon, en fait, ils reproduisent les mêmes erreurs, mais c'est pas grave. Et donc Aristote a dit très bien les choses. Apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. On renoue bien sûr avec Socrate. Je sais que je ne sais pas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'étonne lorsqu'on se dit « Ah oui, c'est vrai, je pensais que les choses étaient comme ça. » Et en fait, je me rends compte que non, les choses sont différentes. Or, qu'est-ce que nous offre souvent la vie ? Eh bien, des occasions de nous étonner. Tous les jours, constamment. Bon, souvent, quand on a besoin de se protéger, quand on a du mal, surtout quand on dit c'est comme ça et pas autrement, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais l'objectif, si vous voulez, c'est de laisser la possibilité aux enfants qui ont cette curiosité que beaucoup d'adultes ensuite perdent, en ayant un cadre qui se rigidifie, on se sclérose un petit peu, et bien de leur laisser un espace où justement ils vont pouvoir entretenir, cultiver cet étonnement, et à plusieurs. Alors pratiquement, par où commencer ? Quels sont les outils, quelles sont les recommandations qu'on pourrait mettre en place ? Peut-être, pourquoi pas, commencer par un temps de méditation, un temps de recueillement, un temps de ce que Frédéric Lenoir appelle une pratique de l'attention. Apprendre à se poser. Certains enseignants le font déjà dans leur classe, essayent en tout cas de le ritualiser, puisque il ne faut pas oublier, et Rousseau bien sûr est notre maître là-dessus, que il y a des heures de cours, ou parce que les ateliers se font à certains moments, eh bien en fait nous ne sommes pas des machines. Lorsqu'on quitte ou lorsqu'on a une activité et qu'ensuite on passe à une autre activité, c'est essentiel d'avoir un petit temps, je dis bien un petit temps, il ne s'agit pas bien sûr de le faire durer et de perdre trop de temps, mais ce n'est pas du temps perdu que de permettre aux enfants de souffler, de se poser, de respirer, et tout simplement pour revenir ici et maintenant aux sensations. C'est ce que propose Frédéric Lenoir. Lui, il emploie la méthode Vitose, alors que je ne connaissais pas, qui consiste tout simplement finalement à revenir aux sensations, ici et maintenant. Et tous ceux qui l'ont pratiqué en mesurent les bénéfices. C'est étonnant d'ailleurs qu'on ne généralise pas davantage, et notamment sur la pratique de la respiration. La respiration abdominale, moi je commençais à en entendre parler en faisant de la sophrologie, ou peut-être ceux qui pratiquent du théâtre. Mais là, pour la réforme du lycée, les élèves de terminale ont tous à passer à la fin de l'année un grand oral.
Est-ce qu'on les prépare à gérer le stress, les émotions, etc. La réponse est clairement non. Chacun se débrouille comme il peut, mais il me semble qu'en fait, ça fait partie, bien sûr, des intelligences, l'intelligence émotionnelle à stimuler. Donc ça peut être l'un des préalables, bien sûr, aux échanges. Alors après, se poser, bien sûr, il faut poser le cadre. Donc, rappeler explicitement aux enfants les règles qui vont prévaloir pour que les échanges se passent dans les meilleures conditions possibles. Première règle, je vais essayer de faire ça assez rapidement. En fait, il faut aménager un espace qui favorise la discussion entre les enfants. La disposition prof devant élève, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un cercle. Et bien sûr, le symbole du cercle, vous comprenez, c'est qu'on est tous à équidistance du centre et que finalement, on n'a pas plus de légitimité les uns que les autres à avoir la parole. Et bien sûr, symboliquement, c'est essentiel déjà pour que la parole puisse circuler. Il faut que l'enfant sache qu'il a la liberté totale d'exprimer donc librement son opinion, à condition bien sûr de respecter les autres, lever la main pour répondre, s'écouter mutuellement, éviter toute moquerie ou jugement. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas que les autres te fassent, c'est toute logique. Point important, éviter de répéter ce qui a été dit. Alors ça, c'est un point que même on retrouve dans les formations pour adultes. Lorsque on pose une question et qu'on fait un tour de table, très fréquemment, le réflexe est « Ah oui, moi, exactement comme ce qu'il a dit. Je pense la même chose. » Bien sûr, ok, certes, mais dis-le avec tes propres mots. Formule-le avec tes propres mots et souvent, on se rend compte qu'en fait, il y a des idées nouvelles qui apparaissent et que là, ça évite, si vous voulez, on répète et finalement, on n'avance pas. Argumenter son opinion, ça a été dit. Et alors, point aussi, il me semble très important, conserver une trace des ateliers. Pour pas que les enfants se disent « Oui, ok, on a parlé, mais finalement, bon, ça a été juste des paroles, paroles, des paroles en l'air, mais finalement, bon, qu'est-ce qui est resté de ça ?» Surtout chez les enfants, quand il y a une trace, quand ces traces en même temps sont esthétiques, quand ça donne lieu à des créations, des productions, des tableaux, des dessins, des citations, etc. Là, en fait, ils se disent des enfants, ah oui, cette fois-ci on avait parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de progrès et on voit l'intérêt, tout simplement, à continuer. L'animateur, professeur, instituteur, parent, grands-parents, peu importe. Alors, quel rôle ? Alors là, ce point-là, on rentre dans des débats qui peuvent être passionnants, notamment, par exemple, entre Jacques Lévin, donc le psychanalyste, et Edwige Chirouter, donc celle qui a la chaire de l'UNESCO, deux approches qui sont complètement différentes. Jacques Lévin, alors, je ne sais pas si, je ne suis pas allé encore fouiller pour savoir si c'est un psychanalyste lacanien, ou psychanalyse, on laisse parler. Écoute active de l'adulte, mais l'adulte en fait n'intervient pas. Ce sont les enfants, et il intervient, si vous voulez, simplement, bien sûr, pour rappeler le cadre, pour éviter que ça parte en pugilat, que les élèves commencent à se taper dessus. Edwige Chirouter, au contraire, Frédéric Lenoir, c'est la même chose, et bien d'autres, disent qu'en fait, l'adulte prend pleinement part aux échanges et est là, finalement, pour faire la répartition de la parole et pour opérer donc cette sorte de maïeutique avec les enfants. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'un a raison, l'autre tort. En fait, tout ce qu'on va voir maintenant, c'est que bien sûr, chaque pratiquant, enfin chaque animateur, fait comme il le sent et ce qui lui semble le plus pertinent ou le plus efficace avec les enfants. Alors revenons bien sûr sur la question du commencement, le point de départ finalement ici
comment les ateliers se structurent autour de quoi? Alors, Frédéric Lenoir, c'est plutôt des notions. L'amour, le bonheur, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Jacques Lévin et bien d'autres posent carrément des questions. Faut-il répondre à la violence par la violence? Vaut-il mieux être mortel ou immortel? Les hommes sont-ils supérieurs aux femmes? Question bien sur lesquelles il n'y a aucune polémique possible. Matthew Lipman, dont on a parlé, donc le premier philosophe donc pour les enfants, enfin le fondateur, lui c'est carrément en fait à rédiger des romans philosophiques. Son premier roman philosophique, La découverte de Harry Stottelmeyer, présente, si vous voulez, ensuite donc un roman qui présente des situations dans lesquelles le héros est confronté justement à des dilemmes, à des questions esthétiques, à des questions existentielles, à des questions politiques. Et après, donc, il lit des extraits de texte, il fait lire des extraits de texte aux enfants avec qui il est. Et voilà, c'est le point de départ, si vous voulez, de cette communauté de recherche ensuite qui va se développer. Edwige Chirouter, alors c'est pas exhaustif là aussi, je vous donne vraiment les principaux points. Edwige Chirouter, là aussi c'est passionnant, part plutôt de mythes platoniciens. Alors je vous ai parlé de l'anneau de Gygès. Bon, l'anneau de Gygès, si vous voulez, c'est le Seigneur des Anneaux. Gygès est un berger qui garde son troupeau, tremblement de terre, un géant, en fait il tombe sur un géant avec un anneau au doigt, il met l'anneau à son doigt, et puis il va à une réunion avec d'autres bergers, et en fait à un moment donné il joue avec son anneau, et puis en tournant le chaton de l'anneau vers l'intérieur, paf, il devient indivisible. Et là, à ce moment-là, en fait il se rend compte que les autres bergers parlent de lui comme s'il n'était pas là. Et donc ensuite, il tourne le chaton, hop, il redevient visible, et il se rend compte donc qu'il peut devenir invisible à volonté. Le rêve. Et là, Edwige Chirouter donc laisse les enfants dire et vous, si vous aviez cet anneau, qu'est-ce que vous feriez? Donc bien sûr, excusez-moi, je vais vous déflorer le suspense, mais ce mythe montre bien qu'en fait le pouvoir est source de corruption. Dès lors parce que ce que va faire Gygès, bien sûr, c'est qu'il va aller ensuite tuer le roi, épouser la reine, alors qu'au départ, c'est un berger tout à fait honnête, etc. Donc dès lors qu'on a un pouvoir absolu, eh bien, on a tendance à en abuser. C'est ce que font, bien sûr, tous les enfants. Ils disent, moi je volerai, j'espionnerai les uns les autres, etc., etc. Mais quand on fait ça avec les adultes, on se rend compte que les réponses sont exactement les mêmes, si ce n'est que les choses changent. Les adultes demandent de l'argent, les enfants, c'est plutôt des bonbons, voilà. Mais en fait, les adultes ne sont pas plus moraux que les enfants, et ça, déjà, c'est une belle leçon. Combien de temps ça doit durer? Alors là aussi, un grand débat. C'est pour ceux qui regardent en ce moment la série En thérapie sur Arte Replay. Bon, c'est le grand dilemme, le grand combat entre les psychanalystes freudiens, la séance doit durer 55 minutes ou 1 heure, et les lacaniens en disant il n'y a pas de règle. Au bout de 5 minutes, ok, merci, à la semaine prochaine, la séance est finie. Donc là, Jacques Lévin, qui est plutôt, peut-être pour cela, un lacanien, 10 minutes, 15 minutes maximum. Après, les enfants, ça devient compliqué. Il y en a d'autres, François Galicher, 45 minutes. Alors là, évidemment, peut-être, quand on sent que les enfants commencent à s'endormir, ce qui est le cas de certains dans la salle, il faut accélérer un petit peu, donc on va terminer. Bon, en tout cas pour la formation, Edwige Chirouter, dans la conférence qu'elle a faite à l'UNC, précise que ça suppose, bien sûr, ce sont des séances qu'il faut préparer, mais comme n'importe quelle séance. Si vous voulez, lorsque un instituteur ou une institutrice, je sais pas moi, fait une séance de mathématiques ou d'histoire, ça suppose un temps de préparation, évidemment. On ne peut pas arriver comme ça les mains dans les poches. Eh bien, pour les ateliers de philosophie, c'est la même chose. Moins pour baliser à l'avance et puis pour pouvoir éventuellement relancer les discussions. Lorsque c'est vrai qu'il m'arrive d'organiser des séances de café philosophie,
Bon, ben, même si le sujet, j'ai déjà beaucoup réfléchi, ben, en fait, obligé de me remettre un petit peu dedans pour ensuite au moins orienter. C'est Michel Sasseville qui dit que bon, sur le plan pédagogique, c'est vrai que les ateliers à visée philosophique, ça suppose donc une formation. Pourquoi ? Parce que ça remet en question quand même pas mal en fait, de préjugés, présupposés chez les enseignants, en règle générale, qui est d'accepter de se mettre en position de recul. Il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'élèves. En fait, on est juste là pour faciliter la parole. Alors rien que ça, c'est vrai que là aussi, c'est pas facile. On rejoint Rousseau. Rousseau, voilà, c'est toujours cette pédagogie de la découverte. Deuxième renversement, il n'y a pas de savoir à transmettre. On n'est pas là. Les ateliers de philosophie pour les enfants, ce n'est pas l'occasion ensuite, à un moment donné, de dire voilà, alors maintenant je vais vous parler de Platon, de Kant, de Nietzsche, etc. Ce n'est pas l'objet de faire des cours théoriques, même si Hedwig Schirrouter le rappelle très bien, il ne faut pas s'interdire, lorsque des enfants disent des choses, donnent des arguments, des propos qui ont une résonance avec des pensées de certains philosophes, de leur dire, ben voilà, tu vois ce que tu dis, ben Kant, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, en fait, a soutenu la même chose et il parle de, etc. On peut, si vous voulez, bien sûr, par touche, faire le lien. Ce n'est pas interdit, mais il faut être modeste et humble sur ce qu'on souhaite transmettre aux enfants, là encore, pour que ça vienne d'eux. La connaissance de la théorie est insuffisante. Alors ça, je crois que bien sûr que on a un gros travail à faire dessus dans le système éducatif français. Un professeur, je vais vous donner juste un exemple, je connais des amis avec qui j'ai, en France, le temps de mes études, avec qui on préparé l'agrégation ensemble, qui sont vraiment, enfin, mon avis personnel, que ce sont vraiment des personnes brillantes, mais qui se retrouvant face à des classes, s'effondrent et en fait ne sont pas capables de tenir des classes. Donc la théorie, en savoir beaucoup, voilà, on se rend compte que là, bien sûr, ça suppose bien sûr une question pratique. Bon, pédagolâtre versus gardien du temple, il faut éviter. On n'est pas là pour un bouillonnement de paroles, ni pour garder jalousement le savoir philosophique et le transmettre à des initiés. Mais plus modestement, finalement, permettre aux enfants de s'habituer à une pratique argumentative et donc à échanger entre eux sur des questions, sur des concepts philosophiques. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de pensée collective. Alors, c'est Oscar Brénifier qui en parle. Là aussi, vous pouvez trouver une petite vidéo sur YouTube d'Oscar Brénifier sur cette question. Et il oppose, enfin, en tout cas, il distingue, sans forcément opposer, mais il le présente comme une opposition qui est assez humoristique, entre la France, pays de la pensée critique, je pense, donc je suis, c'est penser en son nom propre, et la pensée collective, qui lui va trouver en Norvège. Alors, en Norvège, c'est vraiment justement la pensée collective, et il prend l'exemple justement de colloques, de réunions de philosophes, pas de professeurs, et il dit c'est étonnant, au bout d'un quart d'heure, au bout de 20 minutes, tout le monde garde son calme, il y a les échanges sont posés, on ne s'accuse pas de ne pas être philosophe ou autre. Voilà. En France, c'est constamment des querelles pour savoir qui détient la vérité, qui est le plus philosophe, qui n'est pas philosophe, etc. Donc, en fait, l'enjeu, je soulève bien sûr l'hypothèse, l'enjeu, ça serait de favoriser l'émergence d'une authentique pensée collective, ce qu'on retrouve un petit peu l'idée de Matthew Lipman, une communauté de recherche, c'est-à-dire qu'on pense, non pas en solitaire, c'est pas moi contre les autres, mais c'est moi avec les autres. Et justement, cette idée que, vous connaissez la formule célèbre, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc c'est cette idée de la pensée collective que, en fait, quand on fait confiance au groupe, eh bien, on peut aller plus loin, et c'est peut-être
le moment où on renoue avec cette nature de l'homme qu'avait bien vu Aristote. L'homme est un animal politique, c'est-à-dire on est fait pour vivre ensemble. On ne peut pas vivre dans la solitude, on ne peut pas, enfin jusqu'à un certain point, vous pouvez, si vous voulez, quelques jours rester seul, ou avoir besoin de vous ressourcer, etc. Mais fondamentalement, nous sommes des êtres sociaux. Et la question que nous nous posons à l'Université populaire, c'est pour ça qu'on propose ces conférences, ces lieux où on peut échanger, c'est à quel moment on peut se retrouver collectivement dans des espaces publics pour échanger ensemble. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. La pratique philosophique, on en avait parlé tout à l'heure avec Oscar Brédifier, voilà, je pense qu'on est dans cette logique. J'en ai terminé. Juste pour vous proposer, donc pour ceux que ça intéresse, donc une bibliographie assez succincte. Alors des ouvrages, soit de théorie, soit on va dire de pédagogie, pour en fait avoir des clés, des astuces pour mettre en œuvre ces ateliers. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, je pourrais vous l'envoyer, ça sera disponible sur la page Facebook, qu'il faudrait d'ailleurs qu'on réactualise. Mais, bien évidemment, ça serait un peu aride et je manquerais quelque chose si on ne parlait pas, bien sûr, de la littérature qui est offerte aux enfants. Je vous montrerai volontiers des images, mais il y a énormément de choses. Toute une littérature qui est à destination des enfants, les goûters philo, les petits Platons, des mots pour réfléchir, petites et grandes questions philo de Piccolo, et à chaque fois, si vous voulez, vous avez des dizaines et des dizaines de titres. C'est très bien fait, c'est adapté, bien sûr, au public, et voilà, si vous voulez, en tant que parents ou grands-parents ou frères et sœurs, faire des ateliers philo avec les enfants, eh bien, vous pouvez trouver des sources dans ces documents-là. Bon, je vais terminer quand même sur une citation d'Adam. Alors, j'ai trouvé, c'est une citation que j'ai idéaliste, évidemment, comme le sont les enfants. Mais bon, il faut continuer de rêver dans la vie. La philosophie, c'est avoir des idées pour rendre le monde meilleur. Donc, pour cette raison, pourquoi se priver d'ateliers philosophiques avec les enfants ? Merci.